Salut à tous, c'est Ben. On est en début de semaine et qui dit début de semaine dit le récap. Et oui, pour vous donner de la visibilité sur ce qu'il s'est passé sur les parquets de la 8e journée de Betclic Elite ce week-end. Au programme, comme d'habitude, on ne change pas une formule qui gagne, un petit point sur les résultats, sur le classement, sur les déclarations de coach et de joueurs également, et puis je ferai un petit zoom sur à la fois un match, mais également une équipe. Allez, c'est parti, faisons un petit point sur les résultats. On va commencer avec le match du vendredi soir qui a vu les nordistes du Portel aller s'imposer d'un tout petit point sur le parquet de la SIG. Les SIGmen vont pouvoir s'en vouloir, mais en tout cas, les nordistes, eux, sont bien contents et s'en vont retrouver la Côte d'Opale avec une victoire de plus au compteur. On enchaîne avec les différents matchs du samedi. Comme vous pouvez le voir, l'élan Chalon, cette fois, a bien gagné. Et oui, l'élan Chalon a pour l'instant sa première victoire acquise face au MSB. Dans le même temps, le leader Choletais s'en allait défier le Limoges CSP dans son antre de Beaublanc. Les Limogeaux étaient invaincus, et bien ce n'est plus le cas puisque Cholet s'en est allé gagner de 6 points sur le parquet de Beaublanc. Ensuite, il y avait le Petit Pousset, La Rochelle, qui recevait l'équipe de la GL Bourg, une équipe du top 5, eh bien la GL Bourg a fait le travail sans Medine Guama, effectivement, dont le contrat a été rompu. La GL Bourg devait composer donc avec un meneur en moins, mais a fait le travail solidement pour s'imposer de 8 points sur le parquet des Maritimes. Ensuite, il y a le SLUC Nancy qui avait un gros besoin de victoire. Eh bien, les Nancéens ont fait le travail en s'imposant de 17 points face au BCM Gravelines. Une victoire qui va faire beaucoup de bien au moral, à la fois du coach, mais également des joueurs nancéens. Passons maintenant au match du dimanche. Et là, on peut le dire que Paris Basket n'a pas fait dans le détail. Une victoire de 32 points acquis sur le parquet de Saint-Quentin. On peut le dire, une victoire de patron pour les joueurs du Paris Basket de Thiago Splitter. Une autre équipe d'Euroleague qui jouait ce dimanche, eh bien, il y avait l'AS Monaco. L'AS Monaco qui devait faire sans plusieurs de ses joueurs. Eli Okobo, Mam Jete, Donatas Motijunas ou Mike James, pour ne citer que, n'ont pas joué, et pourtant Monaco a quand même réussi à décrocher une courte victoire face à des Dijonais qui, là aussi à l'instar du SLUC Nancy, eh bien, pataugent dans la semoule et sont un petit peu en difficulté. Une défaite encourageante donc pour les Dijonais, mais à la fin, c'est une défaite quand même. Ils se sont inclinés de 2 points sur le parquet de l'ogre monégasque. Et enfin, le dernier match de cette journée, eh bien, c'était l'Asvel qui a été opposé à Nanterre. Et là, on a eu un match qui a tenu toutes ses promesses, en témoigne le score de 109 à 103, le tout sans prolongation. Une victoire donc au bout du suspense pour les Rodaniens face à une équipe de Nanterre dont on reparlera peut-être dans cette vidéo. Regardons maintenant le classement. En bas de tableau, eh bien, on va toujours retrouver La Rochelle avec sa victoire obtenue sur le parquet de Dijon. Chalon s'est vu retirer une victoire, ou en tout cas, il y aura un match à rejouer face à l'Asvel qui a fait appel de la défaite concédée à Chalon après 3 prolongations. On verra, puisque Chalon a de nouveau de son côté fait appel, on verra ce qu'il en est. En tout cas, pour l'instant, les Chalonnais n'ont qu'une seule victoire. En haut du tableau, parce que c'est aussi ce qui nous intéresse, eh bien, on voit que petit à petit, eh bien, les équipes d'Euroleague commencent à faire le trou avec 6 victoires pour une, voire 2 défaites. Eh bien, on va retrouver l'Asvel, Paris Basket et Monaco. Monaco qui avait mal débuté le championnat et qui remonte petit à petit. La surprise, c'est peut-être de voir à la première place le Cholet Basket, mais j'en avais parlé dans mon récap de la dernière vidéo. Cholet, c'est pas forcément une surprise de les voir à ce niveau-là. Et on l'a vu ce week-end sur le parquet de Limoges, eh bien, Cholet, ça fait le travail, même s'il y a des pépins physiques et des blessés. Maintenant, j'aimerais parler d'un match que j'ai vu et que je vais vous présenter. C'est la victoire de la GL Bourg obtenue sur le parquet de La Rochelle. Une victoire acquise 86 à 78. Et Freddy Fautou pourra s'en satisfaire car à la fois dans le résultat mais aussi dans le contenu, les Bressans ont livré un match solide. Les attitudes y étaient et je le répète, les Bressans ont été privés d'un meneur. Ce que je retiens de ce match déjà côté Rochelais, c'est que j'ai vu une bien meilleure équipe rochelaise dans l'animation offensive avec un Mathéo Leray de gala. On a vraiment vu la différence avec ou sans Mathéo Leray sur le terrain. Lorsqu'il est sur le terrain, La Rochelle arrive à créer du jeu, à créer du mouvement. Il faut dire que Mathéo Leray est un formidable passeur, il arrive très souvent à trouver ses intérieurs. Et le résultat, c'est que Mathéo Leray, eh bien, il finit avec 10 passes décisives et surtout, ça affiche peut-être de belles promesses et de beaux espoirs pour La Rochelle avec un Mathéo Leray qui est revenu de blessure il n'y a pas très longtemps et on voit déjà qu'il va commencer à prendre de plus en plus de place et d'épaisseur dans l'animation offensive du Stade Rochelais. Donc ça, c'est plutôt un bon point de marquer 78 points à une équipe de Bourg-en-Bresse qui est quand même connue pour avoir une défense solide. De l'autre côté, donc parlons de Bourg-en-Bresse, je l'ai dit, dans le contenu, dans les attitudes, on y était vraiment et les Bressans ont livré un match
très intéressant. Il faut dire que le match a aussi été haché avec énormément de coups de sifflet, énormément de fautes et de lancers francs, mais je trouve que dans les attitudes, c'est vraiment très encourageant pour les Bressans. On voit quand même malgré tout qu'il va falloir recruter un extérieur de talent, avec un talent offensif, je dirais, pour venir épauler et soutenir Hugo Benitez, qui est formidable dans son rôle d'organisateur et de créateur, mais qui n'est pas forcément le meneur qui va amener du scoring. Je pense que les Bressans ont vraiment besoin d'avoir cette menace extérieure supplémentaire sur le tir à 3 points aussi notamment, où Xavier Castaneda en ce moment, c'est un petit peu plus aléatoire derrière l'arc. Comme je viens de parler du match qui opposait La Rochelle à Bourg, eh bien, c'est pour moi l'occasion de faire un zoom sur la prochaine équipe que La Rochelle va recevoir, le Nanterre 92. Lorsque l'on regarde le classement, ça peut surprendre de voir Nanterre dans les bas-fonds. Et oui, Nanterre, depuis des années, nous habitue à jouer plutôt les playoffs et les Coupes d'Europe. Coupe d'Europe qu'il joue d'ailleurs cette année, mais on n'est pas forcément habitué à les retrouver en bas du classement. Alors faisons un petit point sur cette équipe de Nanterre 92 qui a subi beaucoup de changements à l'intersaison. Ils ont perdu leurs meilleurs joueurs, notamment Justin Bibbins et Ibrahima Falfay, Joël Ayayi, et également le plus gros changement, c'est peut-être celui qui a eu lieu au niveau du coaching, puisque Pascal Donadieu a cédé sa place à son ancien assistant coach Philippe Da Silva. Et sur le début de saison, eh bien, ce que l'on peut dire, c'est que Nanterre a du mal. Mais c'est peut-être aussi la faute à des recrutements tardifs ou à des joueurs qui ne semblent pas avoir été recrutés pour jouer à leur poste. C'est le cas de Hamad Kaver, qui est plutôt un combo guard arrière poste 2, qui se retrouve à jouer en qualité de meneur, et Justin Tillman, qui a été recruté tardivement, au final, pour occuper le poste 5, alors que je pense que tout le monde voit que c'est un poste 4. Il y a clairement des manques à certains postes pour les Nantériens, et ça se retrouve à la fois dans le contenu qui est proposé sur le terrain, mais aussi dans les résultats. Alors sur les 5 derniers matchs, vous le voyez, eh bien Nanterre, c'est tout simplement 4 défaites. Et en même temps, il n'y a eu que 8 matchs qui ont été joués, et Nanterre affiche un bilan de 2 victoires pour 6 défaites. Alors sur ces 5 derniers matchs, on peut noter qu'il y a 3 déplacements, des défaites au Mans, des défaites à Paris, une défaite à Lasvel, encore une fois, rebolote, un match qui aurait pu basculer dans leur sens ce week-end sur le parquet de Lasvel, mais encore une fois, eh bien, la pièce n'est pas tombée du bon côté, et Nanterre, eh bien, accumule les défaites petit à petit. Alors, il y a parfois des sursauts d'orgueil en BCL, en Ligue des Champions, mais il y a vraiment un besoin impératif de victoire. Et si je parle de Nanterre maintenant, c'est parce que, certes, les défaites ont été obtenues, mais maintenant il faut regarder de l'avant et regardons donc le calendrier qui va être extrêmement crucial en championnat pour les Nantériens. Un calendrier crucial parce que sur les 5 derniers matchs et sur le début de championnat, eh bien, on peut se dire que Nanterre, au vu de leurs résultats, ils ont affronté des équipes qui sont censées être meilleures qu'elles. On parle de Paris, on parle de Lasvel, de Saint-Quentin également, alors que dans les 4 matchs qui vont suivre, eh bien, on est très clairement sur des matchs que Nanterre se doit de gagner, à commencer par le prochain match, le déplacement chez le promu, le Stade Rochelais Basket, qui a le moins bon bilan de la Ligue. Ensuite, Nanterre va recevoir Dijon, une équipe qui, en ce début de saison, est un petit peu dans la même situation de Nanterre, c'est-à-dire c'est une équipe qui déçoit et qui n'a pas des bons résultats, qui n'a pas forcément énormément de confiance. Ça, à domicile, ça doit être un match qui doit être coché pour les Nantériens, tout comme la réception de Nancy. Nancy, c'est un petit peu la même limonade. Il y a beaucoup de joueurs talentueux. Défensivement, c'est compliqué. Et à domicile, eh bien, ça doit être un objectif victoire pour les Nantériens. Et enfin, pour terminer, on va dire, ce quatuor de matchs qui arrive, eh bien, les Nantériens vont se déplacer sur le parquet de Gravelines. Gravelines, on le sait, c'est très solide à domicile, mais voilà, c'est pas non plus une équipe qui semble injouable sur le papier pour les Nantériens. Donc 4 matchs abordables à venir pour Philippe Da Silva et ses troupes. J'ai presque envie de dire que, en fonction du nombre de victoires que va avoir Philippe Da Silva sur ces 4 prochains matchs, eh bien peut-être qu'on pourra envisager un remaniement d'effectifs, voire peut-être même de coaching, mais en tout état de cause, Nanterre a un grand besoin de victoire et sur ces 4 prochains matchs, je pense qu'il faut avoir un objectif de gagner au moins 3 matchs. Maintenant, regardons ce qu'il s'est passé du côté des mouvements de joueurs, des blessures, des retours de blessures, voire des rumeurs de transfert. Commençons par le Cholet Basket, sur qui j'avais déjà dit la semaine dernière que Aaron Wheeler revenait de blessure pour compenser le futur départ de son pigiste André Robertson. Eh bien, on reparle de Cholet, mais cette fois c'est parce que TJ Campbell a été blessé et a été remplacé par Boris Dalot qui revient en club pour une pige médicale. André Robertson, j'en parlais, il est passé de Cholet à Lasvel pour compenser la blessure pour quelques semaines de Edwin Jackson. Un bon renfort pour Lasvel, c'est le pigiste médical de Edwin Jackson, mais comme vous le savez probablement, il ne joue pas au même poste et André Robertson vient aussi compenser le départ, mais cette fois pas pour les mêmes raisons, de Admiral Schofield qui n'apportait pas satisfaction au bord de Rodania.
Pendant qu'on parle de l'Asvel, eh bien, il y a un vrai cimetière indien, je pense, sous l'Astrobal et sous la LDLC Arena, puisque les Villeurbanais enchaînent les blessures. Cette semaine, il y a 2 autres joueurs qui sont venus s'ajouter à l'infirmerie. C'est le cas de Melvin Aginsa qui s'est fait la cheville en Euroleague et Neil Sako, dans le même temps et sur le même match face au Fenerbahçe, eh bien, il est sorti sur blessure et il n'a pas joué face à Saint-Quentin ce week-end. Dans les autres matchs, on peut également noter la blessure pour quelques semaines de Abdoulaye Ndoye qui n'a pas joué. Et oui, un coup dur pour le Mans qui doit en même temps faire sans Williams Naras, son poste 4 qui purge 3 matchs de suspension. Le Portel a décidé de se séparer de DeAndre Pinckney depuis déjà quelques semaines, et maintenant, eh bien, c'est un autre joueur américain qui pourrait s'en aller, CJ Kelly, qui voit son temps de jeu fondre comme neige au soleil, et le Portel a dans le même temps officialisé l'arrivée d'un autre joueur extérieur, DeAndre Burns. Ensuite, une autre équipe mal en point et mal classée, c'est l'Élan Chalon. Je le disais, la semaine dernière, il y a eu l'officialisation par l'Élan Chalon du recrutement du meneur Michael Stockton. Eh bien, il y a des incertitudes sur le joueur qui pourrait être coupé par l'Élan Chalon. La semaine dernière, je parlais de Jeremiah Hill, forcément, puisque c'est un meneur, il joue au même poste que Michael Stockton, mais il s'avère que sur les derniers entraînements, eh bien, Jeremiah Hill a apporté satisfaction aux côtés de Michael Stockton, et ce week-end, eh bien, c'est plutôt Nemanja Nenadic qui a été laissé en tribune. Voilà, il y a des incertitudes sur qui va être coupé sur les postes extérieurs entre Nemanja Nenadic, Jeremiah Hill et enfin Jamel Morris. 3 joueurs qui ne sont pas irréprochables sur ce début de saison. Parlons d'un sujet un petit peu plus réjouissant, avec des joueurs à qui on pourrait attribuer la médaille du carton de la journée. Eh bien, il y a 3 joueurs que j'avais envie de mettre en avant qui ont porté leur équipe dans des victoires, à commencer par le prince de Paris, Nadir Hifzi, qui, avec un temps de jeu, encore une fois, relativement restreint d'une vingtaine de minutes, eh bien, a scoré 29 points pour faire littéralement exploser la défense saint-quentinoise. 29 points, 6 sur 9 à 3 points et 24 d'évaluation pour le petit prince de Paris. Un autre joueur qui évolue en Euroleague, cette fois du côté de l'Asvel, c'est Théo Malédon qui décidément réalise un début de saison tonitruant. 17 points, 6 rebonds et 8 passes pour 23 d'évaluation pour porter l'Asvel face à une équipe de Nanterre qui aura donné beaucoup de fil à retordre aux Rodaniens. Un excellent match de Théo Malédon dans un match très offensif. Je terminerai par Zach Cuthbertson. C'est la 2e fois que j'en parle dans les cartons de la journée, mais il faut dire que Zach, eh bien, il a réalisé un match tout simplement, encore une fois, incroyable, avec une activité débordante. 24 points, 5 rebonds, 3 passes décisives, mais il y a également 3 interceptions pour 28 d'évaluation. Zach Cuthbertson était carrément au four et au moulin pour porter l'Élan Chalon dans une victoire très importante, la première de leur saison officiellement face au Mans. Bravo l'Élan Chalon et bravo surtout à Zach Cuthbertson. Parlons maintenant de ce qu'il s'est dit en conférence de presse, à commencer par la déclaration de Peter Cornoli, le poste 4 français de l'AS Monaco qui bénéficie, c'est vrai, cette année d'un temps de jeu relativement anecdotique. Eh bien, voilà ce qu'il a déclaré au sortir de la victoire très courte de 2 points de l'AS Monaco face à Dijon. On a eu des up and down, on a été bien à un moment donné, moins bien sur d'autres. Quand on gèle un petit peu la balle, quand ça devient du 1 contre 1, il y a moins de décalages qui sont faits. C'est le lot de notre équipe quand on a de très forts joueurs individuels, ça devient de la bouillie de basket. Je pense que cette déclaration est totalement lucide, est véritablement très lucide de la part de Peter Cornoli, et c'est d'ailleurs à l'image de ce que l'on peut ressentir lorsque l'on voit jouer Monaco, notamment en Euroleague. Il y a tellement de forts joueurs individuels que parfois, eh bien oui, il y a un petit peu trop d'isolation, il y a un peu trop le talent individuel qui reprend le dessus, et parfois c'est même souvent au détriment du collectif. Autre déclaration maintenant, celle de Julien Mahé dans la grosse défaite d'ailleurs de 32 points que son équipe a concédé face au Paris Basket. Alors Julien Mahé, il a commencé par s'exprimer au sujet de Nadir Hifzi en disant que c'était un joueur exceptionnel, qu'il n'y avait pas grand-chose à faire face à ce type de joueur qui peut sortir de n'importe quelle situation, même s'il regrette un petit peu que son équipe ne lui ait pas rendu la tâche un petit peu plus ardue. Et ensuite, eh bien, il félicite tout simplement l'équipe de Paris. Cette équipe qui joue un basket incroyable, ce n'est pas notre championnat, nous le savons bien. En 8 matchs, nous avons affronté les 3 formations d'Euroleague ainsi que le leader. Et malgré cela, eh bien, nous avons remporté 5 rencontres. Ce n'est que le début, nous restons une équipe jeune, nous devons continuer à apprendre. Là aussi, une déclaration pleine d'humilité de Julien Mahé qui, au lieu de taper sur ses troupes, eh bien, félicite surtout l'adversaire. Et effectivement, comme il le dit, Saint-Quentin n'est pas une équipe d'Euroleague, ne joue pas forcément dans le même championnat
que Paris Basket. Et oui, c'est une équipe très jeune qui doit apprendre, et on pense notamment à Nolan Traoré qui a livré un match assez compliqué avec un 1/11 au tir, tout ça sous les yeux de Kyle Korver, le general manager de l'équipe des Atlanta Hawks. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que ce petit récapitulatif sur ce qu'il s'est passé le week-end dernier vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si vous ne l'appréciez pas, n'hésitez pas non plus à m'en notifier en commentaire en me disant ce que vous voudriez que j'ajoute à ce format. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo consacrée à la Betclic Elite. C'était Ben, bye bye.